Émilie Nicolas, Paul Journet et Tasha Kéridine pour notre premier panel de cette saison. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Sécurité routière, c'était une large annonce. La ministre elle-même reconnaît qu'il manque beaucoup de détails parce qu'il y aura un projet de loi, il y aura de la réglementation, mais il y a quand même une volonté. Premier commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Émilie Nicolas, la petite Maria avait secoué beaucoup de gens, mais il faut dire, ça a été une année particulièrement meurtrière, Émilie. Oui, ça a été une année particulièrement meurtrière. Il y a beaucoup de choses dans le plan d'action pour améliorer la sécurité sur les routes. La seule chose qui manque, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus meurtrier sur les routes au Québec? Et la raison, c'est parce que les véhicules sont de plus en plus gros. Et quand on a des VUS de plus en plus, on frappe les piétons, les cyclistes à hauteur plus haute. Il y a plus de mortalité. Et ça, il y a de nombreuses études qui le montrent. Plus on a des VUS sur les routes, plus il y a de la mortalité. Donc, plutôt que de faire réduire la grosseur des véhicules, ce qu'on fait dans le plan d'action, c'est améliorer les routes pour essayer de réduire la vitesse ou d'augmenter les amendes. Mais on évite complètement l'éléphant dans la pièce qui est quand un VUS frappe un piéton ou un cycliste, les chances d'avoir des blessures graves ou mortelles sont plus élevées. Et en quelques secondes, ce que vous sous-entendez, c'est que la CAQ devrait envisager une surtaxe, une taxe aux gros véhicules. Il faudrait qu'il y ait un prix à payer. Mais surtout dans les zones où il y a beaucoup de trafic cycliste piéton, par exemple, c'est quelque chose qu'on vient de faire à Paris, exactement ça. Une taxe pour le stationnement pour décourager les gens de venir avec leur VUS dans les zones où il y a énormément de piétons et de cyclistes. Paul, premier commentaire, premier aperçu de cette annonce. Bien, les objectifs dans le plan sont bons. On sent une volonté de corriger le tir après un certain laisser-aller dans les dernières années. Le problème, c'est pas tant ce qu'il y a dans le plan que ce qui manque, c'est-à-dire les moyens concrets pris pour arriver aux fins souhaitées. On voit beaucoup de formules qui reviennent dans le plan du genre réaliser la faisabilité, examiner la possibilité, ce qui est très bien, mais une fois qu'on aura peut-être confirmé que c'était possible puis qu'on le fera, ça sera encore mieux concrètement pour la sécurité. Mais on s'en doute, un des obstacles, c'est les réticences des automobilistes. Puis pour faire un lien rapide avec ce que Émilie disait, une des raisons nombreuses pour lesquelles les gens conduisent un VUS, c'est parce qu'ils ont l'impression subjectivement qu'ils sont plus en sécurité, même si ça met les autres davantage en danger, parce qu'en transport, tout le monde a tendance à regarder ça de son point de vue individuel. C'est le rôle du gouvernement d'avoir un pas de recul puis trouver des solutions qui sont collectivement les plus avantageuses. Mais collectivement, une solution collectivement avantageuse, c'est pas une solution vendeuse forcément auprès de l'électorat. Tasha, est-ce qu'on s'arrête davantage à Toronto devant une traverse de piétons qu'à Montréal, d'après vous? Bien, Toronto a quelque chose de particulier parce qu'il y a des traverses de piétons sans feu. Et c'est quelque chose qui, honnêtement, étant montréalaise d'origine, j'ai trouvé ça très difficile à m'adapter ici. Mais ce qu'ils ont fait à Toronto, les limites de vitesse dans les aires d'école, c'est 30 à 40 km de l'heure. C'est pas 30. Ils ont baissé à 30 à 40. C'est pas uniforme à travers la province. À Toronto, ils ont aussi, il y a 2 ans, imposé des mesures semblables à ce qu'ils font aujourd'hui dans le plan québécois, c'est-à-dire augmenter le nombre de caméras de vitesse, par exemple. Ce qui, à Ottawa, aussi a été démontré à être très efficace pour réduire la vitesse des automobilistes. Alors, prenons l'exemple, c'est peut-être ce qu'il y a de plus concret. Il y aura un appel d'offres pour 250 radars. Je vais vous montrer le tableau, je l'ai montré en début d'émission. Le Québec en a pas beaucoup de ces radars-là. Vraiment, on est en bas de liste. En France, c'est un pour... il y en a 54 actuellement. Alors, en France, un pour 10 000 véhicules. En Royaume-Uni, un pour 5 000. Belgique, un pour 2 000. C'est énorme. Canada, un pour 20 000, parce que Tasha, vous parlez de Toronto, Ottawa. Mais Québec, c'est un pour 230 000. Il y en a 54. Puis il y en a peut-être 30 qui marchent, qui fonctionnent vraiment. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller là? Paul, je commence avec vous, de multiplier ces radars? Bien, l'argument qu'on entend souvent contre, c'est que ce serait une trappe à tickets. Ouais. Or, c'est pas une trappe à tickets si vous respectez la limite de vitesse.
Donc, à moins là, on le place de façon malicieuse, juste avant que les gens aient vu que la limite de vitesse ait changé, je ne vois pas pourquoi ça serait une mauvaise idée. Moi, j'y vois une limite technologique qui, apparemment, selon les experts, est tout à fait surmontable. C'est-à-dire que si vous avez un radar de vitesse, puis les gens ralentissent juste avant puis accélèrent juste après, bien, on ne sera pas vraiment plus en sécurité. Bon, ça peut être bien pour une zone scolaire, mais ce qui serait encore mieux, ce serait qu'on permette d'éviter cette espèce d'effet de contournement pour que la modification de comportement ne soit pas juste sur l'espèce de 15 mètres où le radar de vitesse fonctionne le comportement des gens. Mais à partir du moment où on trouve que les gens vont trop vite, bien, on a deux solutions. Sévir ou changer les aménagements. On veut faire les deux en même temps, mais sévir, ça me semble inévitable. Émilie, vous êtes d'accord? Davantage de radars photo. Et même certains, Mathieu Prost avait un reportage hier, certains disaient il ne faudrait même pas mentionner l'endroit où il se trouve, qu'il y ait une surprise, qu'on soit, qu'on soit aux aguets. Et donc, cette crainte d'avoir une contravention fait qu'on réduit. Écoutez, ça peut pas nuire dans certains endroits, mais c'est vraiment du cas par cas. Il y a des endroits où c'est vraiment les aménagements qui sont problématiques. Il y a d'autres endroits où, franchement, les gens circulent à vélo. Il n'y a pas de piste encore cyclable protégée. Si on changeait ça, plus tôt, ça ferait une grosse différence. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ça va beaucoup descendre rapidement dans le détail de l'aménagement au niveau du municipal. Donc, surtout lorsqu'il est question des collisions entre les cyclistes, les piétons et les voitures, et non pas seulement entre voitures, là. Donc, je pense vraiment que le diable est dans les détails dans une chose comme ça. Puis souvent, le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont pensées peut-être de Québec ou d'en haut, alors que finalement, c'est les gens qui sont les usagers d'une certaine intersection qui connaissent le mieux comment ça fonctionne le plus souvent. Puis j'espère qu'il va y avoir des élus municipaux qui vont vraiment prendre le temps de parler à la population avant de prendre des décisions. Oui, Tasha, les radars? Bien, les radars, moi, ça m'annonce dans mon GPS quand il y a un radar, ça dit Red Light Camera Ahead. Alors, c'est pas, on le sait que ça s'en vient, mais c'est quelque chose qui a été, comme je dis, très efficace ici. Et il y avait beaucoup de gens contre ça au début, quand c'était introduit. C'était vraiment que le photoradar, c'était une question électorale même. Mais les gens se sont habitués. Je pense que s'ils peuvent s'habituer à ça. Est-ce que les gens ralentissent? Oui, les gens ralentissent. Est-ce que votre bilan est meilleur? Le bilan, il y avait un bilan très mauvais à Toronto il y a une couple d'années. C'est pour la raison qu'ils ont amené les changements qu'ils ont faits. Mais comme j'ai dit, à Ottawa, l'étude que j'ai lue qui vient juste de sortir démontre que oui, il y a un effet démontrable que les gens ralentissent quand il y a une caméra. En tout cas, sur la 15, je vais assez souvent dans les Laurentides et je peux vous dire que sur la 15, l'endroit où il y a des radars, c'est fascinant. On le voit. Les gens ralentissent, mais après, ils accélèrent, effectivement. D'où... OK, très bien. Alors, on verra les détails. Le diable est dans les détails, comme on dit. On verra plus tard. Je vous amène à ce cabinet, donc, retraite du cabinet Trudeau à Charlottetown. On va écouter le nouveau ministre de l'Immigration, Mark Miller, et Dominique Leblanc. Et je vais vous demander ensuite, y a-t-il un changement de ton face à l'immigration? Et bon, il y a la question des étudiants étrangers qu'on voudrait peut-être plafonner, mais plus globalement, face à l'immigration, aux cibles des immigrations, on écoute. Je ne suis pas une personne dogmatique qui va se tenir aux cibles coûte que coûte. Je vais regarder les analyses, je vais regarder les analyses des banques, je vais regarder les analyses de tous les acteurs qui parlent des bénéfices de l'immigration, mais aussi des effets pervers qui se présentent. Alors, ça sera une discussion au cabinet, mais avec tous les acteurs dans la société qui ont leur mot à dire. C'est une solution simpliste et probablement pas tout à fait efficace de viser les chiffres de l'immigration comme une solution aux crises de logement, précisément parce que dans beaucoup de cas, les immigrants qu'on amène sont ceux et celles qui vont participer dans les projets de construction. Tasha, on a au Québec bien connu ce débat sur les cibles, puis on en a, Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce que le débat plus largement au Canada anglais est en train de naître sur l'immigration, la place de l'immigration? Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures pour les accueillir, etc., etc.? Tasha?
Oui, et c'est pour cette raison-là qu'on voit que les libéraux sont un peu nerveux là-dessus parce que c'est vraiment l'immigration devient un couteau à double tranchant, c'est-à-dire dans un sens, le parti est très ouvert à l'immigration, ça leur a aidé électoralement aussi, mais dans l'autre, on voit une vraie crise de logement, de pénurie de logement, particulièrement ici dans la région de Toronto, c'est vraiment effrayant. Et c'est là où la majorité des immigrants, particulièrement en Ontario, s'en vont. C'est là où les libéraux ont beaucoup de sièges. Alors, c'est difficile pour eux de dire on veut freiner l'immigration parce que c'est des votes, mais en même temps, ils sachent qu'il y a des gens qui ne se trouvent pas de logement. Alors, c'est pour cette raison-là qu'ils essayent de trouver le juste milieu. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, certainement pas cette semaine. En tout cas, Mark Miller, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il faut écouter la société civile, il ne faut pas être obsédé par les cibles, etc. Est-ce que, Paul, vous avez vu un changement un peu chez les libéraux, là? En tout cas, chez certains libéraux? Très récent, parce que il y a à peine 2 semaines, je pense, Mark Miller présentait l'immigration comme étant une solution à la pénurie de logements. Alors que là, il dit qu'il n'est pas dogmatique puis qu'il est prêt à écouter des gens qui lui montraient des limites ou des effets pervers de l'immigration. Mais il dit ça, mais en fait, ces gens-là ont déjà parlé, ils sont nombreux et ils sont crédibles. Il y a plusieurs rapports d'économistes qui montrent que l'immigration n'est peut-être pas la cause de la pénurie de logements, mais c'est plus un problème qu'une solution. Elle complique l'atteinte des objectifs canadiens. Et le problème pour les libéraux, c'est que ça aurait été beaucoup plus facile en amont de ne pas annoncer cette cible qu'après de reculer et de dire on limite l'immigration, on la restreint. Parce que même si au net, ça demeurerait un ajout, le message qu'on retiendrait, c'est les libéraux reculent et réduisent l'immigration par rapport à ce qui était proposé. Et on voit que c'est pour ça qu'ils essaient de trouver une espèce de solution mitoyenne de passer par l'immigration temporaire qui n'était pas de toute façon considérée dans les calculs totaux. Mais peut-être dernier commentaire, c'est que ce qui se passe au Québec là, commence à les réserves par rapport aux cibles d'immigration. Ça commence à se voir aussi dans le reste du pays. Je vous donne l'exemple de la Colombie-Britannique où on a un gouvernement néo-démocrate dont le secrétaire général, quelqu'un qui n'a pas de couleur partisane, a dit que la cible libérale d'immigration leur compliquait beaucoup la tâche par rapport à la crise en logement. Et le premier ministre néo-démocrate a dit il a absolument raison. On parle de gens plutôt à gauche, favorables au multiculturalisme canadien, mais qui, confrontés à un problème concret, reconnaissent une évidence. C'est que quand vous dites la cible pour les gens qui ne s'en souviennent plus, on parlait de 500 000 de plus chaque année, ultimement, à terme. Et c'est ça qui avait, à l'époque, fait sursauter des gens au Québec, mais moins dans le reste du Canada. Et ça, comme ce débat-là cet été, quand on lisait les journaux, au Canada anglais, on voyait que ce débat refait surface. Émilie, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu aujourd'hui chez les libéraux? Bien, il faut faire attention. Je pense que le Sean Fraser essayait de faire cette nuance-là, là, mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a une crise du logement parce qu'il y a une crise du logement. Il y a une crise du logement parce que ça fait des années au Canada qu'on n'est pas capable de construire au rythme de la croissance de la population. On peut dire que le problème, c'est la croissance de la population, mais on peut dire que le problème, c'est qu'on n'est pas capable de construire. On peut dire aussi qu'on n'est pas capable de construire de manière abordable. Et je pense que la manière dont on cadre le constat, c'est qu'il y a une variable qui ne suit pas l'autre. Là. Si on décide que le problème, c'est l'immigration, plutôt que le problème, c'est la crise du logement, l'incapacité du gouvernement à construire, l'incapacité du gouvernement à densifier ces villes. Et là, je veux dire, les gouvernements pluriels, le manque de coordination incroyable sur ces dossiers-là entre le provincial, le municipal et le provincial, c'est beaucoup plus facile de dire que le problème, c'est l'immigration que de dire que le problème, c'est qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise et qu'on n'est pas capable de faire croître l'économie du pays, notamment en termes d'habitation, au rythme où la population croît. Puis ça a un impact, bien sûr, pour les immigrants qui cherchent du travail, qui cherchent du logement, mais ça a aussi un impact pour les personnes qui essaient de commencer des familles, qui ne peuvent pas non plus avoir accès au logement. Donc, je pense que cette manière-là, je pense, de dire les choses est probablement celle qui éviterait de tomber sur des terrains glissants, parce qu'il n'y a personne qui est en train de blâmer les gens qui sont en train de vouloir avoir une famille, d'avoir des logements plus grands, de chercher un logement
plus grand d'être la cause de la crise du logement non plus. Donc, vous voyez un peu où je vais en venir avec bien ça, sûr. Faire attention à la manière dont on encadre les choses. Sur le plan politique, dans la joute politique, ce qui était différent du Québec, c'est que au Canada, Tascha, et les conservateurs ne remettaient pas beaucoup en question ces cibles-là. Et là, c'est ça peut-être qui va changer, Tascha, Paul? Tascha? Bien, je pense qu'il y a un certain danger là-dedans, pour reprendre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Canada, c'est un pays bâti sur l'immigration. On ne veut pas tomber dans un dialogue anti-immigration. Il y a beaucoup de pistes très dangereuses qui peuvent ouvrir là-dedans. Et c'est le danger dans lequel les libéraux se trouvent, mais aussi les conservateurs, parce que oui, ils ne veulent pas répondre à ça avec un dialogue anti-immigration. Pierre Poilievre est assez pro-immigration. Mais la réalité, c'est que c'est pas seulement l'immigration, c'est la façon qu'elle a été développée. C'est-à-dire, il y a par exemple 800 000 étudiants étrangers qui viennent ici au Canada pour étudier. Les universités font beaucoup d'argent avec ces jeunes-là, mais ils construisent pas de logements pour les loger. Alors, ils demandent des logements au centre-ville pour les autres, les travailleurs, etc. Alors, il y a beaucoup de différents niveaux auxquels ils doivent s'attaquer. Et je pense que c'est pour ça que c'est très compliqué, cette histoire-là. On va en reparler, mais je veux, avant de vous laisser aller, vous demander... Il me semble que j'ai pris quand même pas mal de jours de vacances. Avant que je parte, j'ai dit, ça s'en vient, l'enquête sur l'ingérence chinoise. Une question d'heure, presque. Or, on est au mois d'août, 22 août, et ce n'est toujours pas annoncé. Vous avez écrit là-dessus, Tascha. Est-ce que c'est parce que, Émilie, vous croyez que comment les gens ont traité David Johnston, puis là, je parle de tout le monde, là, il n'y a personne qui va être nommé à la tête de cette commission-là, parce que ça ne semble pas être des problèmes entre les conservateurs libéraux. On sait qu'on ne trouve pas la juge ou les juges pour faire ça. Émilie. Il y a deux choses. Il y a la personne à la tête, puis il y a la formule. Donc, ça semble être compliqué de trouver la personne à la tête. Je vois les dernières informations qu'il y a eu plusieurs rencontres au courant de l'été avec différents juges pour essayer de voir si quelqu'un serait intéressé, d'une part, mais aussi s'entendre sur la formule spécifique. Et là-dessus aussi, David Johnston nous avait averti que ça allait être très compliqué de trouver une formule pour ou un mandat pour une enquête publique comme ça, qui allait être soit trop large pour certains, pas assez large pour d'autres, qui allait prendre énormément de temps, qui allait pas nécessairement nous permettre d'arriver à une solution si on voulait agir dans l'urgence, etc. Donc tout ça, les députés qui ont pas voulu écouter son message se sont retrouvés à se gratter la tête tout l'été, à essayer de prendre la relève. Donc il y a les deux côtés qui ont été vraiment très compliqués durant l'été. Tascha, vous y croyez pas, mais Leblanc a dit aujourd'hui que ça allait arriver. Vous y croyez toujours pas? Il n'y en aura pas, vous dites? Les libéraux n'ont aucun intérêt à faire cette enquête. Il n'y a pas de vote à gagner, il y a juste des plumes à perdre. Ils ont le souvenir de Gomery au début de ce siècle-ci qui a tourné au vinaigre pour eux. Et de plus, il n'y a personne vraiment, je pense, qui a tellement hâte à chapeauter ou à guider cette enquête-là. Alors vraiment, moi, je pense que ne retenez pas votre souffle. C'est pas comme demain que ça va arriver. OK. Paul, conclusion. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour reculer? Là? Il semble que c'est inévitable, mais il faut que quelqu'un la pilote. Bien, avec ce que les libéraux ont dit dans les dernières semaines, ça va être difficile de pas aller de l'avant avec une commission d'enquête. Je comprends qu'ils n'ont absolument aucun enthousiasme, mais c'est le cas d'à peu près tous les gouvernements dans le cadre d'une commission d'enquête, à l'exclusion des commissions qui servent à blâmer l'ancien gouvernement. La raison pour laquelle les libéraux risquent de le faire, c'est la même raison pour laquelle d'autres l'ont fait avant eux, c'est qu'ils n'auront pas le choix parce que la pression sera trop forte. Et si la pression continue d'être maintenue, ils vont devoir aller de l'avant, mais il existera tout plein d'entourloupettes ou de manières par lesquelles ils pourront essayer d'atténuer la commission d'enquête et surtout les dégâts qu'elle pourrait causer. Il faut que des juristes acceptent d'aller là. Il faut que des Ça semble être difficile. Ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de téléphones cet été. Les gens disaient non, 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 à voir. Merci à vous trois. On a brisé la glace. C'est parti pour la saison. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.